Les efforts engagés par le Togo depuis quelques années dans le but d'améliorer l'environnement des affaires dans le pays continuent de porter des fruits. Dans un rapport de la Banque mondiale dénommé rapport Business Ready, il ressort que le Togo dispose d'un environnement favorable aux affaires. Le pays se distingue par des progrès notables et se positionne parmi les pays les plus performants en matière de réforme économique et de dynamisme entrepreneurial. Sur 55 pays concernés par le rapport, le Togo se classe bien dans plusieurs domaines clés, notamment la création d'entreprises, la fiscalité, le commerce international et surtout dans les services financiers. Sur le plan africain, le Togo se classe au 4e rang derrière le Rwanda, les îles Maurice et le Botswana. Dans la sous-région et principalement dans l'espace UEMOA, le Togo et la Côte d'Ivoire sont les seuls à faire partie des 55 pays pilotes de ce rapport. L'initiative globale contre la criminalité transnationale organisée veut soutenir une enquête sur les économies illicites et l'instabilité en Afrique de l'Ouest. Selon l'organisme de lutte contre la criminalité transfrontalière, il existe un lien entre les économies illicites et la persistance du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le but de cette enquête est d'arriver à identifier les liens réels entre les économies illicites et les conflits créant l'instabilité dans la sous-région. L'initiative globale cherche à ouvrir de nouvelles lignes d'analyse pour apporter des solutions créatives aux défis du crime organisé. À partir des résultats de cette enquête, Initiative Globale compte créer une plateforme d'échange et de collaboration entre les gouvernements, les sociétés civiles, les universitaires, le secteur privé et d'autres acteurs. Cette enquête sera conduite par des journalistes issus des pays côtiers les plus exposés à la menace terroriste, surtout ceux résidant dans les zones à conflit et qui ont une compréhension démontrée des activités criminelles au sein d'un écosystème de conflits et une connaissance des contextes sociopolitiques locaux. Il s'agit du Togo, du Ghana, du Bénin, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. La situation sécuritaire s'est détériorée dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et dans le Sahel avec des coups d'État et l'influence des groupes armés. Ces groupes armés gagnent de plus en plus de terrain, étendant ainsi leur influence. Ils sont en grande mesure financés par des économies illicites telles que l'extraction illégale d'or, le vol de bétail, le trafic d'armes et les enlèvements, en particulier dans les zones frontalières. Chaque premier lundi d'octobre, le monde célèbre la Journée mondiale de l'habitat, une initiative lancée par les Nations Unies en 1985. Cette journée vise à sensibiliser aux enjeux urbains et à encourager des solutions inclusives et durables pour faire face aux défis liés au logement, à l'urbanisation et à l'égalité sociale. Cette année, la journée est célébrée ce 7 octobre sous le thème évocateur « Engager la jeunesse pour créer un avenir urbain meilleur ». Dans un contexte mondial de changement rapide, tant climatique qu'économique, les jeunes sont appelés à participer activement à la création de villes résilientes et inclusives. Leur implication est essentielle pour répondre aux défis urbains et pour imaginer des solutions innovantes qui garantissent un habitat durable pour tous. Cette initiative est plus pertinente pour des pays comme le Togo, où plus de 30% de la population est composée de jeunes. La ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière du Togo a profité de cette journée pour rappeler l'engagement du gouvernement à placer la jeunesse au cœur de ses politiques urbaines. Pour célébrer cette journée, plusieurs activités sont prévues dans le Grand Lomé, dont des conférences et des tournées d'inspection pour sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de construction et d'aménagement. Le 10 octobre 2024, une rencontre sera organisée à Lomé et se concentrera sur l'entrepreneuriat et l'implication des jeunes dans la planification urbaine pour un avenir harmonieux et durable. Le Sud Kivu a officiellement lancé sa campagne de vaccination visant à stopper la propagation du Mpox. Avec 8843 cas déjà recensés et 45 décès, la province est considérée comme l'épicentre de la maladie en République démocratique du Congo et en Afrique.
Surtout on voit de la façon dont elle souffre, avec tous les boutons, tout autre, avec la souffrance qu'elle a. Je me sens très mal. C'est pour cela que j'ai choisi de me faire vacciner. La campagne se heurte à la méfiance de la population, mais le ministre provincial de la Santé se veut rassurant, indiquant que 47 911 personnes sont attendues dans les points de vaccination. La population la plus vulnérable, dont le personnel de santé de première ligne, les personnes contacts, la population clé, les éco-gardes, etc., qui représente le cible de 47 911 personnes à vacciner. La vaccination des enfants va suivre après. Le virus touche plus de 70% des enfants âgés de 1 à 17 ans, mais dans la province du Sud Kivu, seuls les vaccins pour adultes sont disponibles. Pourquoi amène-t-il des vaccins seulement pour les adultes et non pour les enfants? Qu'il donne les vaccins aux enfants? Si c'est seulement pour les adultes, nous allons refuser ces vaccins et laisser la situation telle qu'elle est. Sur le terrain, plusieurs organisations locales et brigades d'assainissement sensibilisent la population à l'importance de la vaccination. La zone de santé de Miti-Moresa, c'est l'épicentre même de l'épidémie d'ISO dans le monde. Donc c'est là où il y a beaucoup plus de cas, c'est là où il y a beaucoup plus de malades, beaucoup plus de contacts et beaucoup plus de personnes exposées à la Mpox. La vaccination vient nous aider à renforcer l'immunité collective. Cette campagne de vaccination intervient au moment où la République démocratique du Congo enregistre le plus grand nombre de cas au monde. Le pays a recensé près de 30 000 cas et 990 décès depuis le début de l'année. Le département américain du travail a récemment inscrit le cobalt congolais sur la liste TVPRA qui regroupe les biens potentiellement produits par le travail forcé ou le travail des enfants. Cette mesure pourrait avoir des répercussions économiques sérieuses pour la République démocratique du Congo qui produit environ 73% du cobalt mondial essentiel à la fabrication de batteries pour véhicules électriques et autres produits technologiques. Le rapport américain souligne notamment l'implication d'entreprises chinoises et met en lumière des conditions de travail alarmantes dans ce secteur vital à l'économie congolaise. Les autorités congolaises perçoivent cette décision comme un danger qui menace les investissements. Le cobalt congolais subira un contrôle plus strict par les États-Unis et l'Europe, compromettant ainsi l'accès aux marchés internationaux. Kinshasa a appelé Washington à reconsidérer cette décision en soulignant les efforts réalisés pour améliorer la gouvernance du secteur minier, avec notamment la création de l'ARECOMS, l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. La crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a plombé l'ambiance du récent sommet de la francophonie en France. Un groupe rebelle, le M23, occupe la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC, avec le soutien avoué du Rwanda, défiant le pouvoir congolais dans une guerre depuis 2023. Vendredi, à Villiers-Cotterêts, au nord de Paris, les présidents des deux pays étaient présents mais sans s'adresser le moindre mot. Et le discours du président français a très moyennement été apprécié par Kinshasa. Emmanuel Macron ne dit mot sur la crise au Nord Kivu au chapitre des troubles militaires qui secouent le monde. Un oubli que le président congolais a peu apprécié. Félix Tshisekedi a claqué la porte du sommet. Par ailleurs, le président rwandais Paul Kagame, lui, est resté. Le Rwanda soutient le M23 en accusant la RDC de collaborer avec la FDLR, un groupe armé qui a participé au génocide des Tutsis en 1994. Depuis 2021 et la résurgence du M23, Kinshasa accuse la présidente de l'OIF de rouler pour Kigali. Il s'agit de l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. À Haïti, près de 6300 personnes ont fui leur domicile à la suite de l'attaque menée par des gangs lourdement armés à Pont-Sondé dans le centre du pays, faisant au moins 70 morts, selon l'Agence des Nations Unies pour la migration. Pour ces sans-abri dans ce parc Saint-Marc, la nourriture ne suffit pas. Ils nous ont tiré dessus et les gangs ont dévalisé les maisons. Ils ont essayé d'assassiner tout le monde et certaines personnes ont reçu une balle dans la tête. Environ 90% des personnes déplacées sont hébergées par des proches dans des familles d'accueil, tandis que 12% ont trouvé refuge dans d'autres sites, notamment une école et des parcs.
selon l'OIM dans son rapport publié la semaine dernière. L'attaque de Ponsondé s'est produite aux premières heures de jeudi matin et de nombreuses personnes sont parties à pied au milieu de la nuit, n'emmenant que leurs enfants et d'autres membres de leur famille. « 2023 a été l'année la plus sèche selon le nouveau rapport de l'Agence météorologique des Nations Unies. L'année dernière, les rivières du monde entier ont connu l'année la plus sèche depuis plus de 30 ans en raison d'une chaleur record. Les températures très élevées ont contribué à l'assèchement des flux d'eau et à des sécheresses prolongées dans certaines régions. Nous n'avons jamais vu une aussi grande partie du monde dans des conditions aussi sèches sur les 33 années de données que nous avons prises en compte dans ce rapport. L'Organisation météorologique mondiale a révélé que la hausse des températures avait en partie conduit le cycle de l'eau à devenir plus irrégulier. Les inondations et les sécheresses sont devenus des phénomènes imprévisibles. L'eau est à la base de la vie sur cette planète, mais elle peut aussi être une force de destruction. L'une des principales conclusions de ce rapport est que l'eau devient de plus en plus imprévisible, ce que nous appelons un cycle hydrologique erratique, entraînant des inondations soudaines, des sécheresses graves et le changement climatique est l'une des causes de ces comportements extrêmes. Selon l'Organisation météorologique mondiale, la moitié de la planète a connu des conditions d'écoulement fluvial sec l'année dernière. Les conditions d'étiage ont eu un impact sur la navigation fluviale dans des pays comme le Brésil et ont provoqué une crise alimentaire au Zimbabwe et dans d'autres régions d'Afrique australe. Les American Music Awards fêtaient cette année leur 50e anniversaire. La célébration a rassemblé les plus grands noms de l'industrie musicale américaine, dont Nelly, Jennifer Hudson et Mariah Carey, pour une soirée mémorable remplie de tubes à succès et de retours en arrière intemporels. Jennifer Hudson a rendu hommage à Whitney Houston en interprétant de manière époustouflante l'emblématique I Will Always Love You, provoquant l'admiration du public. La chanteuse Mariah Carey a interprété son tube de 2005, We Belong Together, captivant la foule avec son incroyable présence et son charisme sur scène.